Une triste nouvelle vient de s'abattre encore. La mort, comme toujours, a encore frappé très fort chez la famille Seck, le grand chanteur du peuple sénégalais. Le maestro de la musique sénégalaise vient de perdre sa mère, Maman Ndeye Fatou Diaga, plus connue sous le nom de Ndeye Fatou Seck. Le décès est survenu ce samedi 20 janvier à Paris, des suites d'une longue maladie. Elle vient de rejoindre son mari, qui était le parolier du peuple, Thione Ballago Seck, et sa fille, Momy Dany Gueye. C'est en 2020, en pleine période de Covid-19, que le leader de Ramdan nous avait quittés. Des moments de tristesse que notre maman avait vécu lors de cette période les plus difficiles dans sa vie. Et tout le monde savait que Maman Diaga était la source de motivation de Thione Seck, comme en témoignage sa déclaration d'amour en 2018. Un mercredi soir, lors de la soirée de Saint-Valentin, Thione Seck avait dit à Ndeye Fatou Diaga: « Tant que je m'accrocherai à tes branches, je ne me soucierai d'aucune avalanche. » Pour dire la complicité entre ces deux. 2 ans plus tard, Maman Diaga perda sa fille aînée, Momy Dany Gueye, à cause d'une longue maladie. Après 4 mois, lors du décès de sa fille, elle resta une femme croyante, qu'Allah soit satisfaite d'elle. Ndeye Fatou Diaga, une perle rare que son mari Thione Seck disait tout le temps, une femme qui a donné de la valeur, une bonne éducation à ses enfants. Elle a rendu l'âme ce samedi 20 janvier 2024 à Paris. Toutes nos condoléances à la famille Seck. Que la terre de Yoff leur soit légère. Aujourd'hui, après avoir fait une semaine dans le département, nous avons constaté que les enseignants du département de Mbour et qui partagent ces préoccupations avec les enseignants du Sénégal souffrent de beaucoup de problèmes liés à la rémunération, donc les questions à incidence financière, liées au statut et liées à la formation. Donc les enseignants ont constaté que pour la majeure partie, ils n'arrivent plus à avancer à cause des lenteurs administratives que nous dénonçons avec la dernière énergie. Donc les enseignants demandent au gouvernement de donner les instructions nécessaires pour que les enseignants puissent avancer régulièrement, parce que les enseignants n'ont que leur carrière. Nous réitérons donc la position ferme du CUSEMS authentique pour que le sabotage de la carrière des enseignants cesse et qu'on puisse permettre aux enseignants d'avancer régulièrement pour leur permettre donc de plafonner à temps. Les enseignants également, sous ce rapport, nous demandent d'exiger la réforme des grades. Nous avons énormément de grades qui font que les enseignants peinent à plafonner. Et en cela, les enseignants exigent que des discussions soient ouvertes avec les syndicats pour que les réformes nécessaires liées au contenu, les réformes nécessaires liées également au plan de carrière des enseignants puissent avoir lieu pour qu'on puisse sortir de ces lenteurs inacceptables. Décrète le boycott des compositions. Nous demandons à tous les enseignants du département de Mbour de suivre massivement le mot d'ordre lancé par le CUSEMS authentique et ses alliés. Tamou Fishing, sa direction, je devais dire, depuis 6 mois, s'obstine à violer délibérément les droits des travailleurs. Nous avons de ce point de vue déposé une requête à l'inspection départementale du travail qui nous a reçus et avec qui nous avons discuté. Plusieurs séances de discussion. À l'inspection, à l'usine, mais rien du tout. La direction s'obstine à maintenir les travailleurs dans la précarité. L'ensemble, vous voyez beaucoup de dames qui sont des journalières depuis de 10 ans de présence. Ça doit cesser. Qui n'ont aucun droit, qui sont même payés sans bulletin de salaire, ce qui est extrêmement grave. Les autres points, particulièrement
c'est la santé sécurité au travail. On ne peut pas travailler ici dans une entreprise où le risque est permanent et ne pas avoir un service de santé. Ils refusent de mettre en place une infirmerie. Et nous avons tout fait pour les amener à négocier, pour les amener à faire des pas ensemble dans un dialogue social bien compris. Mais malheureusement, nous sommes devant des gens obstinés. C'est des Chinois. Ils pensent qu'ils sont en territoire conquis au Sénégal et ils font ce qu'ils veulent. On ne l'acceptera pas. Quand M. Ousmane Sarr a été élu maire de Cherif Lo, après un passage de plusieurs de ses prédécesseurs, y compris la délégation spéciale à la tête de la commune, il est le seul à vouloir mettre en place un nouveau lotissement sous prétexte que le plan qu'il détient est celui qui est valable et autorisé. Ce que nous remettons en cause, dans la mesure où tout le terrain dans ce site était déjà morcelé depuis 2008 et maintenant occupé par des travaux, on trouve dans ce site des maisons habitées et en construction. En effet, il y a eu un refus catégorique de nos membres, de l'organisation et des propriétaires de parcelles dans ce site. Sur demande du maire M. Ousmane Sarr, la brigade de la gendarmerie de Mbour d'escorte venait souvent arrêter nos travaux. Il y a eu même des arrestations et emprisonnements de certains de nos membres. En 2021, suite à plusieurs tentatives de dialogue et de négociation avec les autorités de la commune de Cherif Lo, le sous-préfet de Pambal, M. Ndong à l'époque, les autorités religieuses, considérant tous ces dysfonctionnements, nous éprouvons beaucoup de peine du mutisme du maire de Tivaouane, M. Demba Diop Sy, sur l'effectivité de la délimitation afin que les limites de Tivaouane soient connues dans ce site. Nous dénonçons le mode de paiement imposé par la commune de Cherif Lo, vu que le trésor public est chargé du recouvrement des recettes de l'État, collectivités territoriales, régions, communes, communautés rurales. Nous nous opposons fermement à payer la somme exorbitante de 210 000 demandée par la commune de Cherif Lo pour la mutation d'une parcelle. C'est vraiment une farce de mauvais goût de l'autorité, car notre itinéraire n'a rien à voir avec la circulation du BRT. Le collectif fustige l'avis de pouvoir du préfet qui, à 2 reprises, refuse de nous accorder notre demande. Nous lui rappelons que la marche est un droit constitutionnel. Cette énième forfaiture ne va pas nous faire reculer de l'iota. Nous allons poursuivre et intensifier le combat. Dans un premier temps, nous n'excluons pas de discuter avec notre avocat pour dès lundi déposer à la Cour suprême un référé de liberté pour entrave grave et illégale à notre liberté de la marche garantie par la Constitution. Ensuite, dès la semaine prochaine, nous allons donc faire une descente au niveau de la primature pour exiger au Premier ministre de respecter la décision présidentielle, c'est-à-dire de nous recevoir et discuter sur nos préoccupations. La troisième étape, qui sera la plus intense, si d'ici là rien n'est fait, nous allons passer à la grève générale. Et cette grève générale non seulement va engendrer des conséquences incommensurables sur le plan économique, mais aussi à la veille des élections, tous les chauffeurs qui seront réquisitionnés pour acheminer le matériel électoral seront en mouvement d'humeur. Tel que fonctionne le Conseil supérieur de la magistrature en ce moment, ce dernier ne donne pas satisfaction aux acteurs judiciaires, en particulier aux magistrats. Ne parlons pas des justiciables. Et donc il faut forcément, à mon avis, aller vers une réforme de ces structures. Il y a deux manières. La première, c'est de sortir le président de la République du Conseil supérieur de la magistrature et de son ministre, évidemment. Parce qu'on sort le président, le ministre n'a rien à voir là-bas. On le sort et ce sera en ce moment le premier président de la Cour suprême qui sera le président du Conseil supérieur de la magistrature. Ou bien, le deuxième moyen, c'est laisser le président dans le Conseil avec des pouvoirs purement honorifiques, sans qu'il y ait
sans qu'il ait la possibilité d'influer sur les décisions de ce conseil. Mais le ministre, lui, vraiment, on le sort et puis il va s'occuper de son... Maintenant, il y a un point que j'ai soulevé tout à l'heure, c'est par rapport à la possibilité pour le ministre de proposer des affectations, de propositions d'affectation. Je dis qu'il faut enlever ce pouvoir-là au ministre et mettre en place un organe indépendant qui sera chargé des demandes, de traiter les demandes. C'est un centre donc, qui vient renforcer l'offre de santé en termes de surveillance épidémiologique, en termes donc de révision et d'élaboration d'abord et de révision de tout ce qui est protocole de quarantaine, parce que vous savez, pour la plupart des épidémies, il faudrait isoler donc, les malades, donc les mettre en quarantaine pour la plupart du temps. Mais également, il sera un centre de communication et de coordination pour tout ce qui est donc gestion des épidémies. Et comme vous le savez, donc le monde entier et l'Afrique n'est pas donc en reste. Donc tout cela vit au rythme donc des épidémies parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les agents pathogènes n'ont pas de frontières. Tout à l'heure, vous avez vu que nous, au Sénégal, on avait, concernant donc le paludisme, surtout le microbe qu'on appelait donc Plasmodium falciparum. Actuellement, on trouve d'autres types, donc ovalés et vivaces. Donc c'est important qu'on ait donc ces centres donc de recherche.